Nous sommes au deuxième jour de l'année 2024, donc mardi 2 janvier. Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première audience du tribunal de l'actualité pour cette année 2024. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. D'un des juges au Fava, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Messieurs, bonjour. Et pour cette convocation, le tribunal de l'actualité auditionne Boukari Zoromé. Il est spécialiste en digital business, marketing communication, la vente, la distribution et l'expérience client. Celui que nous auditionnons a été directeur de vente Canal+ Burkina et il est actuellement le directeur régional de Canal+ en République démocratique du Congo. Avec lui, il sera question des enjeux de la digitalisation au Burkina Faso. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Vaha, bonjour juge Bouma, bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs de Watt FM et les téléspectateurs de Twi TV. Plaisir d'être sur le plateau ce matin. Bienvenue encore. Et sur ce, je déclare ouverte cette audience du tribunal de l'actualité avec la fenêtre des avant-propos. Juge Ofavaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première audience de l'année? Ouais, première audience de l'année, comment ne pas souhaiter tout le meilleur pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, pour les Burkinabés de façon générale, pour les Burkina lui-même qui traversent la situation que l'on connaît, du fait des défis sécuritaires qui s'imposent à nous, lesquels défis, je l'espère cette année, seront très vite relevés, avec évidemment les forces de défense aussi, de sécurité auxquelles je pense, au VDP aussi auxquelles je pense, à ces populations qui sont dans les zones difficiles, qui sont résilientes, et celles aussi qui sont loin, qui doivent continuer de penser aussi à ces personnes qui sont déplacées internes, qui sont dans le dénuement le plus difficile en tout cas à vivre. Et c'est espérer en tout cas que pour ce Burkina-là, on ait cette année des jours meilleurs. Parce qu'on a eu une année 2023 de laquelle on a été beaucoup secoué. On a aussi nos autorités qui ont tenté d'offrir aussi une offre domestique à ce défi-là. C'est espérer qu'ils soient inspirés, parce que c'est ça le plus important, et que les solutions soient trouvées dans la situation dans laquelle nous sommes et que nous puissions en sortir le plus vite. C'est vraiment ce que je formule comme vœu pour cette année. Alors, juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première audience? Bon, il n'y a pas de ce qui retient attention. C'est quoi, comme le doyen des juges souhaitait, en tout cas, une très belle année à l'ensemble des Burkinabés, avec une pensée spéciale pour les personnes déplacées internes, les forces de défense et de sécurité, les VDP et tout le personnel, ceux qui s'investissent au niveau de l'humanitaire pour aider, soulager, donner de l'espoir et du sourire à ces personnes déplacées internes et à toutes ces personnes qui sont dans la détresse. Il y en a qui sont directement ou indirectement concernés par cette crise. Le Burkinabé, dans son ensemble d'ailleurs, est maintenant concerné à travers déjà ce qui ressent dans sa poche comme contribution à l'effort de paix. C'est déjà pas c'est pas rien en termes d'être touché. Voilà. Donc c'est en tout cas souhaiter que le chef de l'État, dans son adresse lors de la fête de l'indépendance, avait dit que le développement a commencé, que réellement cette année 2024 les espaces récupérés puissent être élargis pour que le Burkina Faso puisse effectivement aller de l'avant. Donc, c'est souhaiter également une année merveilleuse à toutes ces personnes qui nous écoutent, qui nous conseillent, qui nous envoient des informations complémentaires, qui nous envoient des livres, qui nous envoient de la documentation en appui, mais aussi à toutes ces personnes qui acceptent parfois venir sur le plateau avec des moments de risque, parce qu'il faut affronter aussi un public qui parfois est très exigeant, parce qu'on a un public qui est très exigeant aussi. Donc c'est beaucoup de souhaiter une bonne année aussi à toutes ces personnes-là. Donc pour l'essentiel, que Dieu puisse nous protéger, nous bénir et puis donner à chacun en fonction de ce qu'il veut et ce qu'il aura planifié. En tout cas, je termine en souhaitant une magnifique année à tout le monde.
Les enjeux de la digitalisation au Burkina Faso, voici le sujet retenu à cette audience du tribunal de l'actualité et on en parle justement avec notre convoqué Boukari Zoromé. Première question de généralité, beaucoup estiment que le continent est beaucoup en retard en termes de digitalisation. Qu'en est-il réellement ? D'accord, merci Président Kaboré. Permettez-moi avant tout propos de souhaiter une très bonne et heureuse année 2024. Mes pensées positives à l'ensemble de toutes les forces combattantes et de tous les acteurs qui œuvrent à ce que la paix revienne et apporter des moments d'épanouissement, des moments de bonheur à tous. Donc c'est important pour nous parce qu'effectivement les digital c'est un sujet qui est d'actualité et la paix pour nous elle est importante et ça permettra justement que l'ensemble de tout ce qu'on fait dans ce domaine puisse être déployé, que ce soit les digital, d'autres aspects de la société. Donc votre question c'est par rapport au digital en Afrique. C'est vrai que malheureusement sur les technologies de façon globale, les continents africains, mais pas que, d'autres parties du monde sont vus comme plutôt consommateurs que créateurs ou encore acteurs au premier plan. Dans une certaine mesure, on peut le dire oui, parce que ce que nous consommons sur les digital, dans la majorité, il vient effectivement d'ailleurs, que ce soit les médias sociaux, les plateformes de messagerie, les plateformes d'e-commerce et tout, on voit que ça vient d'ailleurs, que ce soit ça vient de Chine ou encore ça vient des États-Unis ou encore de l'Europe. Dans une certaine mesure, oui. Mais je pense aussi que quand on voit l'ensemble de toutes les initiatives qui sont déployées sur le continent, on ne le voit pas dans l'immédiat, mais au fur et à mesure, il y a une certaine prise de conscience sur le fait que ce ne sont pas des choses compliquées à faire. Il faut mettre la volonté politique, les moyens qu'il faut pour y arriver. Et je veux prendre à titre d'exemple, c'est vrai que c'est un vieil exemple, mais il est important de le souligner, la téléphonie mobile. Je pense que dans les années 90, beaucoup d'études disaient que l'Afrique c'était pas la peine d'aller en Afrique pour la téléphonie mobile. Et l'une des personnes iconiques à l'époque, Dr Mo Ibrahim, fondateur de Celtel, la marque Celtel, je pense que beaucoup connaissent, il était à l'époque à British Telecom. Et à l'époque, les gars disaient que c'était pas la peine de venir en Afrique parce qu'en guillemets, il n'y a rien. Mais quand il a démissionné, il a fondé Celtel. On a vu la marée des opérateurs qui soit après venir s'installer en Afrique, que ce soit en Afrique maghrébine ou encore en Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est la preuve concrète que c'est possible. Il faut juste avoir la vision, la volonté et aussi former les acteurs pour y arriver. Et aujourd'hui, les principaux, en tout cas, opérateurs en Afrique, ce sont les opérateurs de fondations africaines par des Africains, gérés par des Africains, et ça marche très bien. Donc pour moi, effectivement, les digital en Afrique, oui, on est consommateur. Oui, on peut se dire qu'on est en retard, mais dans le passé et même aujourd'hui, il y a des choses qui se font, qui montrent que nous pouvons rattraper ce retard, parce que ce sont des choses on peut prendre le train en coup, mais la capacité à pouvoir l'adopter et le recréer à ses propres réalités fait que les digital, pour moi, en Afrique, que ce soit en Afrique, en tout cas partout dans le monde où on estime qu'on est en retard, il y a des possibilités de se rattraper. Monsieur le juge, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Bon, vous dites qu'il y a des possibilités de se rattraper. Effectivement, le digital est en train de prendre également de l'envergure. Alors, qu'est-ce qu'on met d'ailleurs quand on dit digital, qu'est-ce qu'on met comme contenu? C'est une très bonne question, merci. C'est vrai que quand on dit digital aujourd'hui, c'est vaste. Mais souvent on va comparer le digital à la technologie. Okay. Et la technologie, c'est l'ensemble de tout ce qu'on peut utiliser. Je pense que la semaine dernière, je suivais un de vos invités qui est, je pense, docteur en philosophie, qui disait qu'en fait la technologie, c'est qui permet à l'homme, disons, de rallonger son bras. La daba est une technologie de l'agriculture. La charrue est une technologie d'agriculture. Le tracteur est une technologie d'agriculture. Donc la technologie est un peu vaste. Et dans la technologie, il y a les technologies digitales, donc qu'on appelle couramment les technologies de l'information et de la communication. Donc c'est tout ce qu'on peut avoir comme ordinateur, appareil et tout ce qui permet de faire tourner disons, le monde digital aujourd'hui. Et en français, par moi aussi, on va faire la comparaison entre le numérique et les digital. Il y a deux écoles. Certaines écoles disent que le numérique, c'est une sous-partie du digital. Le numérique va beaucoup plus traiter de la partie traitement de l'information, numérisation, donc ce qu'on peut avoir comme binaire, 1-0, qui permet de pouvoir traiter l'information et ressortir des informations plutôt utilisables. Et les digital, c'est beaucoup plus l'industrie.
On va parler de musique digitale, de journalisme digital, de médecine digitale. Donc le digital c'est beaucoup, mais on peut retenir que le digital c'est tout ce qui touche aux technologies de l'information et de la communication. D'accord. Il est aussi question de la génération 2.0. Il y en a qui se disent déjà qu'ils sont dans la 3.0. On parle la différence entre ces 0.0 là, c'est quoi exactement? Alors la différence se situe de comment est-ce qu'on consomme le web. Okay. Parce que les 1.0, 2.0, généralement ça se réfère au web. Donc le web 1.0, essentiellement c'est le web où nous sommes plutôt passifs. Quelqu'un publie une information, on va lire, on se rappelle à l'époque qu'il fallait aller sur Yahoo, consulter, et on n'avait pas la possibilité d'interagir. Avec le web 2.0, donc qui permet qu'il y ait du retour. Désormais, on n'est pas juste consommateur de l'information, en tout cas de tout ce qui est Internet et des pages web. Nous pouvons également interagir, réagir. Et le web 2.0 a vraiment précursé les médias sociaux. Donc, les utilisateurs ont pris les pouvoirs. Et nous pouvons interagir et ça fait que on ne peut pas avoir le monopole de l'information, le monopole du divertissement, on peut également créer. Le web 3.0, il peine à décoller, mais il est là et il est utilisé, notamment avec la blockchain et tout ce qui est technologie décentralisée, qui fait qu'au-delà d'être un agent, parce qu'aujourd'hui, quand vous publiez sur les médias sociaux, les contenus que vous publiez, il est public, il ne vous appartient pas forcément. Il peut être réutilisé. Alors que le Web 3.0, on parle plutôt de l'économie du créateur. Quand je publie les contenus, me génère moi de l'argent. Donc, le Web 3.0, c'est le web un peu plutôt décentralisé, qui fait que vous n'allez pas avoir un Facebook ou encore un YouTube qui est propriétaire du contenu. Les publicateurs, lui également, il est propriétaire du contenu, même si on voit aujourd'hui que c'est un peu de mal à décoller, parce qu'on a vu en 2021 les NFT qui ont fait beaucoup de bruit, mais qui, aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, même la crypto-monnaie qui reste un sujet, mais ça fait son petit bonhomme de chemin, avec notamment l'arrivée du métavers, qui, même si ça n'a pas décollé, il y a encore des acteurs qui travaillent dessus. Et le Web 3.0, à mon avis, ça va être potentiellement le futur du Web, comme on le dit. D'accord, Géoffava. Je vois qu'on a parlé du monde, on a parlé de l'Afrique. Le Burkina, la réalité du digital chez nous, c'est quoi? Je pense que c'est le principal sujet du jour. À mon avis, la réalité digitale au Burkina est, à mon avis, à l'image de la réalité de notre pays. Nous faisons notre petit bonhomme de chemin avec tout ce que nous avons comme création et contenu. Moi, aujourd'hui, je vais dire que je suis satisfait parce que par rapport à ce que nous voyons dans les années 2000 et maintenant, il y a beaucoup d'évolution. On va en parler, que ce soit au niveau des télécommunications, que ce soit au niveau de l'Internet, que ce soit au niveau des médias sociaux, que ce soit au niveau de la création d'outils. Nous avançons selon nos rythmes et à mon avis nous sommes sur la bonne voie parce qu'il y a déjà c'est ce que j'appelle l'underground qui grouille avec des créations et avec beaucoup de recherches et la génération à venir en tout cas va en profiter parce qu'il ne faut pas qu'on se cache. Aujourd'hui on est content d'utiliser YouTube, mais les Sergey Brin, Larry Page à l'époque, c'était pas des gens qui avaient lancé des technologies qui allaient prendre le monde, c'était juste par amusement et aujourd'hui effectivement on voit que ça a pris le monde. Donc pour moi il y a une note d'espoir. Bon, peut-être déjà sur la question des solutions peut-être burkinabé, parce que très souvent nous sommes utilisateurs de moyens qui sont pour nous universels, parce que vous voyez c'est Facebook, mais il y a à voyager, aller dans certaines parties du monde et vous vous rendez compte que ce que vous pensiez être partagé partout ne l'est pas, parce qu'il y a des parties du monde où au regard de leurs besoins, ils ont construit les leurs. Et bon, quand vous en sortez, vous avez l'impression que ils sont dans leur monde aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des mondes lorsqu'on parle de ces réseaux-là? Non, il y a des mondes. Il y a des mondes, et ce que vous dites est important parce que dans la définition de médias sociaux, il y a une définition qui est vaste et on va parler de médias sociaux qui va englober les réseaux sociaux, les blogs. Et certaines définitions même jusqu'à parler de social worlds, des mondes sociaux, pour traduire littéralement le mot. Donc il y a des mondes et les médias sociaux, je pense que c'est les plus utilisés. Ça va refléter la société. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui vient, disons, changer la société. Ça va plutôt refléter et révéler des comportements de la société. Donc dans certains pays, pour des questions de souveraineté, vont effectivement préférer garder certains aspects de cette éducation qui se fait sur les médias sociaux. Parce que l'Internet est open, donc réseau interconnecté, comme on dit Internet, dans lesquels des pages web sont partagées avec souvent des restrictions, mais de façon globale, ça reste ouvert. Donc ça fait qu'effectivement, pour être plus précis, vous prenez par exemple la Chine, vous n'avez pas WhatsApp machine.
Vous n'avez pas Facebook en Chine. Vous n'avez pas Twitter en Chine. Ils ont des plateformes qui les sont propres et qui marchent super bien. Et d'ailleurs, l'une des premières applications que nous, on a commencé à utiliser au Burkina, en tout cas de mémoire, notamment avec les commerçants au marché, c'est une application qui s'appelle WeChat. WeChat, dont l'un des usages principaux, ce sont les vocaux. Nos parents commerciaux, ils font des messages vocaux à leurs fournisseurs en Chine qui écoutent, qui traduisent et qui répondent. C'est vrai qu'aujourd'hui WhatsApp est venu prendre les dessus, mais c'était des usages qui étaient faits avant. Et une application comme WeChat aujourd'hui, ce n'est pas juste une application de messagerie, mais c'est ce que les gens vont appeler super application, où on peut commander un taxi, faire des paiements, commander à manger. Donc effectivement, quand vous voyagez, vous allez vous rendre compte que ce que nous on peut prendre pour vrai n'est pas forcément vrai. Vous arrivez en Éthiopie à côté, pour parler à l'échelle africaine, ce n'est pas WhatsApp, c'est Telegram qui est l'application la plus utilisée. Vous allez aux États-Unis, ce n'est pas WhatsApp, c'est beaucoup plus iMessage qui est beaucoup plus utilisé. Donc votre question, effectivement, il est vrai. Ce sont des mondes, il n'y a pas qu'un monde, et la réalité, souvent, elle est vraiment à notre niveau. Mais quand on va plus loin, on se rend compte qu'on peut encore apprendre beaucoup. Et la réalité burkinabé, c'est quoi? Parce que bon, je parle de façon empirique, hein. Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, c'est ça. Et si on veut faire comment on appelle ça? On veut stratifier. Qu'est-ce qui vient en premier en termes d'outils vraiment utilisés? D'accord. Le burkinabé, son profil, c'est quoi? Alors, indiscutablement, c'est Facebook. D'accord. Indiscutablement, c'est Facebook parce que quasiment 95% des utilisateurs des médias sociaux au Burkina sont sur Facebook. Donc, je regardais un rapport dernièrement, notamment le rapport de novembre, où on est sur environ 3 91 000, je pense, utilisateurs Facebook au Burkina. C'est vrai qu'en début d'année, j'avais regardé un autre rapport qui donnait 1 95 000, mais vous avez expliqué qu'ils ont fait des retraitements qui ont fait qu'on avait baissé par rapport à 2021, mais en novembre, les chiffres donnent autour de 3 millions et je pense que c'est un peu plus réaliste. Okay. Sur une population d'environ 22 millions, et quand on remonte par rapport au nombre d'utilisateurs Internet autour de 6 millions, effectivement, Facebook reste le plus important. Après, c'est LinkedIn. On n'en parle pas beaucoup, mais LinkedIn, qui est la plateforme par excellence des réseaux professionnels également utilisés, c'est plus de 300 000, quasiment 400 000, et ça commence à monter. Ces dernières années, on a vu beaucoup de Burkinabés s'inscrire, et c'est l'une des plateformes les plus croissantes. Et après LinkedIn, je pense que vous avez Instagram, qui est autour de, je pense, 200 et quelques mille, et Twitter, attends que je regarde mes chiffres. Donc LinkedIn, on a 346 000, Instagram 175 000, Twitter qui est le plus faible avec moins de 100 000. Donc Facebook indiscutablement reste la plateforme utilisée, et je pense que ça reflète peut-être aussi la société, parce que Facebook par excellence est une plateforme sociale. Okay. Et ce que je veux préciser, c'est que ce que peut-être beaucoup de gens ne voient pas, c'est que les plateformes technologiques en réalité, c'est d'abord des plateformes conçues avec l'aide des psychologues, des sociologues, d'anthropologues. Donc Facebook fonctionne sur ce qu'on appelle couramment le social graph. La famille, les amis, les anciens camarades de classe. Ce qui fait que quand vous mettez que vous avez fait, permettez-moi de donner l'exemple, le lycée Adega de Waïguia, c'est lui qui va dire également qu'il a fait le lycée Adega de Waïguia. Il y a de fortes chances que Facebook nous recommande parce qu'il se pourrait qu'on se soit connu. Et à regarder même l'année à laquelle j'ai fait l'école, Facebook va dire on se connaît. Donc c'est ce qu'on appelle le social graph. Les amis, les noms de famille, les collègues, vous avez travaillé dans telle société, Facebook va vous recommander. Donc comment est-ce qu'on en est arrivé à là? Il y a des psychologues qui sont dit effectivement quand tu bâtis une plateforme qui connecte les gens sur la base du social graph, effectivement ça marche. Le Burkina, par rapport à ce que je connais, par rapport à ce que je connais d'autres pays, on est très social, solidaire, sympathique, effectivement ça marche. Vous voyez que Facebook, c'est le jour de votre anniversaire, ou en tout cas le jour de l'anniversaire des gens, vous recevez beaucoup de messages Facebook parce que Facebook rappelle. À côté de ça, il y a Twitter qui est un peu plus viral, quoi qu'on dise. Twitter, c'est beaucoup plus dans les pays anglophones. Ghana, Nigeria, Kenya, c'est extrêmement utilisé, mais chez nous, Burkina, c'est pas très utilisé. Instagram, qui a tendance un peu plus de Starmania, ça reste à monter, mais bon, on n'y arrive pas. L'avantage d'Instagram, c'est que comme il est arrimé à Facebook, ça fait que Meta, qui est du groupe Meta, va effectivement profiter de Facebook pour pousser Instagram. LinkedIn, comme ce que j'ai dit, vous allez voir les dynamiques sociales qui font que de plus en plus le Burkinabé a tendance, entre guillemets, à se montrer, à sortir. Et LinkedIn, naturellement, c'est là où on expose son talent, c'est là où on expose son parcours professionnel. Et je vois effectivement ces changements s'opérer avec le fait que la plateforme LinkedIn monte. Donc, pour répondre à votre question, Facebook, indiscutablement, est la plateforme la plus utilisée, mais les autres plateformes, notamment LinkedIn, sont en train de monter
en flèche. D'accord, alors c'est indiscutable, l'utilisation des réseaux sociaux est en vogue au Burkina. Il y a un certain nombre de craintes, notamment liées à l'utilisation de Facebook. Est-ce que l'on est en sécurité sur Facebook? Et aussi, deuxième volet de la question, l'année dernière, en 2023, en novembre précisément, à l'Assemblée législative de transition, la question du réseau social TikTok a été abordée par ces députés, notamment l'utilisation, comment est-ce que, en tant que parent, on arrive à cerner les différents contours. Oui, alors votre question est intéressante et l'inquiétude elle est partagée, mais j'ai envie de rassurer que ce n'est pas seulement au Burkina. Partout dans le monde, la question des risques que posent les médias sociaux, elle se pose partout. Et la régulation, elle se fait comment dire ça, partout. Donc, Facebook spécifiquement, effectivement, au début, c'était pour connecter, mais comme ce que j'ai dit, les plateformes ne créent pas de comportements. Ils peuvent les amplifier, les révéler, mais ils ne les créent pas. Alors, dans la définition du réseau social, les définitions sociologiques d'un réseau social, c'est quoi? C'est un réseau de gens qui ont un lien social. Ça peut être la famille, et ça remonte depuis que l'homme a commencé à socialiser. Donc, ce n'est pas Facebook qui a amené les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont toujours existé. Le grain au quartier, c'est un réseau social qui discute de sujets spécifiques au grain. Quand on repart dans la famille, c'est un réseau social qui discute des sujets spécifiques à la famille, et ainsi de suite. Donc, Facebook est un réseau social, mais en anglais, on va plutôt dire social network, donc un média social, social media, du moins, c'est un média social, connecte de façon digitale ces différents réseaux, et effectivement, on va retrouver ses amis, on va retrouver la famille, on va retrouver les collègues. Les comportements qu'on a, quand on est au grain, quand on est dans la famille, ou quand on est entre collègues, il y a de fortes chances que ces comportements se révèlent. Et là où maintenant c'est un peu plus critique, c'est que les médias sociaux vont amplifier. Ce que nous disons entre 4 ici ou encore en 10 dans un grain, ça va rester au grain. Même si quelqu'un colporte, en tout cas transporte ce message, il va le diffuser, ça va pas aller loin. Mais sur un clic publié, c'est viral. Vous allez voir, vos amis vont voir, les amis de vos amis vont voir en fonction des interactions qui vont. Donc du coup, naturellement, la société aussi a des règles qui imposent que ce qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle, on ne devrait pas pouvoir le faire dans la vie virtuelle. Parce qu'en réalité, c'est la vie. Et même si on pense être caché devant un écran, un clavier, on est vu. Donc, les inquiétudes sont partagées à la fois ici au Burkina, dans la sous-région et partout dans le monde. Ce qui fait qu'effectivement, bon, comme je disais au début, en Chine, vous n'avez pas Facebook. Le gouvernement chinois a décidé d'avoir ses propres plateformes de médias sociaux afin de pouvoir avoir un contrôle sur sa société. En Russie, il y a des plateformes qui sont... je pense que Facebook a été fermé en Russie, je n'ai pas l'information exacte, mais c'est ainsi. L'Europe est en train de réguler massivement les médias sociaux face à toutes ces difficultés parce que ça prête la société de coups. Pour revenir sur TikTok, on a suivi l'une des actualités phares de l'année 2023. C'était les débats au Congrès, je pense, américain, sur la suspension ou pas de TikTok. Les CEO, donc le PDG de TikTok, a passé des heures difficiles, mais je trouve qu'il s'est bien défendu, à parler de TikTok au point où il s'engage à investir des milliards aux États-Unis pour que les serveurs qui stockent et traitent les informations des Américains soient stockés aux États-Unis pour éviter justement, selon la crainte des Américains, que le gouvernement sinon ne rapatrie ces informations et soit un instrument comment dire ça, d'espionnage et tout. Et pareil dans d'autres pays. Le Sénégal, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le Sénégal a interdit TikTok. Parce qu'effectivement, à l'époque de manifestation, c'était très viral, ça allait très vite. En Éthiopie, il y a des débats. Donc, ce n'est pas seulement au Burkina que les débats, il a cours, c'est partout dans le monde. Et le Burkina n'est que. Le Burkina ne fait que suivre. C'est même pas qu'on suit. En fait, c'est que. Impose les règles de la société, à savoir nous assurer que ce qui est censé être un média de divertissement, mais aussi d'éducation, de formation, ne dénature pas la société. Avant de laisser la parole au juge, la crainte, c'est aussi lié à l'utilisation par les enfants. Quel est l'âge adapté? Alors, l'âge adapté, les âges, je pense que c'est minimum 13 ans. Les médias sociaux, pour pouvoir créer son compte, il y a un minimum il y a un âge minimum pour pouvoir les créer. Et TikTok particulièrement, pour les parents, ils ne savent pas, un parent peut mettre son enfant sous tutelle TikTok. Il y a une fonctionnalité à l'intérieur qui permet que, quand vous mettez cette fonctionnalité, vous pouvez surveiller ce que l'enfant regarde, vous pouvez interdire, et ça vous permet d'avoir un usage sain. Moi, aujourd'hui, quand je vais sur TikTok, je vois que du contenu éducatif, du contenu drôle
Et en fonction des... j'aime pas TikTok, toutes les plateformes. En fonction des heures quand je vais, par moi, je vais juste me divertir, je regarde de la comédie. Donc, beaucoup de comédiens burkinabés qui s'en sortent bien. Et je sens que ce n'est que ça qui m'est présenté. À d'autres heures de la journée, quand je vais sur TikTok, c'est du contenu éducatif, encore du contenu de formation. Parce que j'ai éduqué l'algorithme à ce que je veux qu'il me montre. Maintenant, si vous éduquez l'algorithme à montrer des contenus clivants, l'algorithme va montrer du contenu clivant. Et ça, c'est la société. Entre le bruit qu'il y a chez les voisins, vous allez voir les voisins qui vont sortir pour voir ce qu'il y a. Ou quand c'est calme, les gens sont contents, personne ne sort pour aller voir ce qu'il y a. Donc les médias sociaux également, c'est pareil. Quand ça chauffe sur un compte, quand il y a du buzz, quand il y a du, entre guillemets, ce qui n'est pas bon, je pense généralement, c'est là où les gens vont aller voir ce qu'il y a pour avoir ce mot à dire. Donc c'est ça qui est inquiétant et c'est l'usage qui est inquiétant. Ce n'est pas la plateforme elle-même, mais c'est l'usage qui est fait de la plateforme. Maintenant, ce qui souvent aussi, agace les régulateurs, c'est qu'ils ont l'impression que les promoteurs des plateformes ne font pas assez pour pouvoir réguler en amont les contenus, ne même pas les laisser aller. Mais ça va très vite. Entre les temps que vous publiez, quelqu'un repartage, quelqu'un télécharge, quelqu'un fait un enregistrement d'écran, vous ne pouvez pas. L'exemple typique, c'est en Australie, il y avait eu une tuerie dans une église, enfin dans une mosquée, Christchurch, je pense. Le gars, il a publié en direct son acte terroriste, comme on l'a appelé. Et Facebook, le temps que Facebook réagisse, c'était repartagé des millions de fois. Ils ont supprimé la vidéo, mais c'était repartagé par des gens qui ont pris. Donc c'est là où souvent les régulateurs sont agacés et ils disent aux plateformes d'être vraiment extrêmement rigoureux sur le fait de supprimer immédiatement des contenus qui portent atteinte à la société. Juge Bougma. Oui, effectivement, vous tapez, je prends un exemple, vous tapez moto sur Facebook, puis quelques temps après, toute la semaine, c'est les vendeurs de motos qui vont remplir. Donc, il y a des utilisateurs qui ne savent pas qu'effectivement, on peut orienter ses choix. C'est ça. Et en ce moment, le réseau social va vous montrer que ce pourquoi vous avez de l'intérêt. Maintenant, au début, vous avez la question, c'était que l'Afrique, c'est un continent de consommation. Vous avez dit de plus en plus, il y a des créateurs de contenu, des créateurs de réseaux sociaux. Bon, il y en a qui créent. Est-ce qu'on arrive également à créer en Afrique le propre réseau social? Est-ce que les Africains sont parvenus et que ça marche? Il y a eu des tentatives, mais ça reste encore difficile. Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache. Facebook a pris le monde de coup. Facebook, c'est quasiment 3 milliards. C'est les tiers de la planète. Donc, quand on prend l'ensemble de toutes les plateformes du groupe Meta et qu'on cumule, sans forcément prendre uniquement ce qu'ils appellent les unique user, cross-unique user, c'est-à-dire qu'il y a le même utilisateur qui a Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Messenger. Mais quand on prend le cumul des 3 milliards de Facebook, 2 milliards de WhatsApp, un peu plus de 1 milliard, environ 2 milliards de Messenger, environ 2 milliards d'Instagram, vous avez la population mondiale 8 milliards. Donc ça allait tellement vite et ces gars, ils ont les moyens et surtout le soutien derrière pour y arriver. En Afrique, il y a eu des tentatives et même au Burkina. L'année passée, si ma mémoire est bonne, vous avez reçu un compatriote aux États-Unis, c'est ça, qui avait créé YBAM. Yes. Bon, aujourd'hui, c'est pas très actif, mais pour moi, ce sont des tentatives. Il ne faut pas aussi qu'on se cache. Généralement, ce n'est pas la première tentative qui marche. Il faut plusieurs tentatives et s'assurer que ça donne. En Afrique, l'année dernière, ou cette année, si ma mémoire est bonne, il y avait Bantu qui avait été lancé, une plateforme créée par des Africains, pour les Africains, mais qui peine à décoller. Mais derrière aussi, c'est pas... quand on lance un produit digital, il ne faut pas juste voir la technologie qu'on lance. C'est un produit qu'on lance et qu'on doit gérer comme un produit. Donc, et à la matière, il y a toute une littérature sur des techniques comme la perception d'utilité, la perception de facilité à utiliser, ou du côté des utilisateurs, ce qu'on appelle innovativeness, ma capacité à être innovant dans tout ce qui est nouveau, je bondis et j'utilise, ma capacité à me servir et à ne pas être gêné quand j'utilise un ordinateur. Donc, ce sont des choses qu'on doit pouvoir tester, s'assurer que ce qu'on lance va marcher. Moi, je pense souvent que le rêve aussi que certains font, c'est de se dire, je lance la plateforme qui va concurrencer YouTube, je lance la plateforme qui va concurrencer Facebook. C'est un peu difficile. On a même vu des opérateurs, des fabricants de téléphones qui ont lancé il y a un Congolais, la VMK, je pense, qui disait que concurrencer iPhone. À l'époque, j'étais encore dans les télécommunications, je disais que bon, c'était très osé. Parce que dès l'instant où vous mettez la barre très haute, que vous lancez une plateforme qui va concurrencer Facebook, qui va concurrencer YouTube, vous êtes en train de dire aux gens, comparez-moi à YouTube.
ne me comparez pas à moi, ne me comparez pas à ce que vous voulez, mais comparez-moi à YouTube. Dès que je ne retrouve pas ce que YouTube fait, je repars sur YouTube. En revanche, sur la musique, vous avez une plateforme comme Boomplay, qui est d'origine nigériane aujourd'hui, qui secoue mais sérieusement les Spotify, les Apple Music, les Deezer, et qui fait son petit bonhomme de chemin. Les artistes burkinabés, on est connus, ils sont joués. Et les Nigériens qui font des centaines de millions de streaming. Donc l'Afrique a des plateformes aujourd'hui qui marchent. C'est juste trouver le bon business model, trouver comment est-ce que le marketer. Parce que par moment, la comparaison est souvent décidée, bon, ok, moi je veux faire comme. Quand vous voulez faire comme, vous invitez les autres à vous comparer à celui qui fait. Et s'il ne trouve pas ce qu'il recherche dans celui que vous comparez, il va dire, ok, bon, vous n'êtes pas encore arrivé, je repars en attendant que vous arrivez. Bon, c'est vrai que c'est un peu caricaturé, mais pour moi c'est ça. Donc juste pour vous assurer qu'il y a des tentatives, et au fur et à mesure qu'on fait des tentatives, et n'oubliez pas aussi, il y a une sorte de vent de souveraineté qui est en train de souffler en Afrique, et ça fait que on veut consommer tant que ça marche. Ce qui fait que, donc en parlant de Boomplay, beaucoup de gens ne consomment pas parce que c'est africain, ils consomment parce que c'est bien. Un consommateur burkinabé va choisir un produit qui est du Burkina parce que c'est bien. Maintenant, le fait que ce soit burkinabé, effectivement, va davantage renforcer. Mais si moi je veux faire quelque chose et que ça ne marche pas, le jour où je pense que je vais consommer burkinabé, je vais les consommer. Mais le jour où je vais consommer ce qui m'arrange, je vais consommer ce qui m'arrange. Donc, à mon avis, c'est ce qu'il faut, plutôt pousser. Vraiment de se dire, bon, le consommateur burkinabé, burkinabé africain, mondial, on consomme tout, on connaît tout. Donc, on va rechercher ce qui est bon pour nous et c'est pourquoi on paye. Oui, vous avez parlé tout de suite de business derrière. Donc, derrière certains utilisateurs aussi, c'est beaucoup d'argent gagné sur les pages Facebook ou sur d'autres plateformes. Comment est-ce que ça marche? Alors ça, c'est le système de monétisation où il y a un peu de discrimination. Bon, ça peut aussi s'expliquer. Donc là, alors bon, je rigole en parlant de discrimination parce que c'est pas dans tous les pays qu'on peut monétiser. Okay. Et entre guillemets, j'ai envie de ça peut se comprendre. Facebook, 3 milliards, quasiment, enfin, on va dire plus de 2 milliards d'utilisateurs. Le Burkina, 3 millions. Donc, Facebook ne va pas investir l'argent pour monétiser du contenu au Burkina quand vous utilisez au Burkina. Donc, également sur YouTube. D'ailleurs, on a du mal à avoir les chiffres de YouTube. Par contre, dans les pays où il y a beaucoup d'utilisateurs, effectivement, les plateformes consacrent du revenu pour les créateurs. Ce qui fait que quand vous faites même TikTok, vous ne pouvez pas monétiser votre contenu TikTok si votre compte est créé au Burkina. Mais bon, les gens ont trouvé la parade, ils créent les comptes dans d'autres pays où c'est monétisé et par milliers de vues, la plateforme rétribue puisque la plateforme veut garder les gens sur la plateforme. Et ce qui compte sur la plateforme aujourd'hui, on ne regarde même plus le nombre d'utilisateurs, on regarde le nombre de temps passé sur la plateforme. Et naturellement, bon, à ce niveau, TikTok reste maître à la matière. Donc, plus les gens passent du temps sur la plateforme, plus la plateforme va proposer de la publicité à ces gens-là, et les créateurs de contenu qui font que les gens restent sur la plateforme sont rémunérés pour continuer à créer du contenu, pour s'assurer que les gens restent sur la plateforme afin que les plateformes leur donnent des publicités. Vous remarquerez qu'au Burkina, vous êtes sur TikTok, vous ne voyez pas de publicité. Mais dans des pays, dès que vous atterrissez, dès que vous lancez TikTok, sur 2-3 vidéos que vous regardez, la 4e vidéo, c'est une publicité. Parce qu'effectivement, TikTok vend de la pub dans ces pays et ça permet de pouvoir générer du revenu pour pouvoir rémunérer les créateurs et rendre la plateforme encore plus attractive. Donc, pour l'instant, au Burkina, effectivement, on n'arrive pas à monétiser. Mais bon, nos créateurs sont très intelligents. Soit ils font du placement de produits avec des marques. Vous allez voir souvent certaines vidéos où on vous dépose une boisson, on vous dépose quelque chose. C'est anodin, mais c'est le placement de produits. Ou créer purement et simplement du contenu pour des marques, ça fait de l'argent. Et d'autres vont jusqu'à créer les comptes sur des pays qui sont monétisés. Et pour moi, c'est de bonne guerre. Il faut apprendre à utiliser ces différentes plateformes. D'accord. La parole au juge Fava. Oui, on va aller sur un segment qui est vraiment le vôtre, marketing digital. On a, en tout cas, nos petits business, à Ouaga, un peu partout, pour tous ceux qui nous regardent. Et le monsieur publie des photos de ces articles qui sont arrivés, puis après c'est des vocaux qu'il envoie, et à sa base, en tout cas ceux avec lesquels il est en contact. Est-ce qu'on n'est pas trop dans du basique, dans l'utilisation de ces possibilités-là ici? Ok, très bonne question. J'avais dit, les gens font ce qui marche. C'est vrai que si on va se reconcentrer sur la partie vraiment théorique, je dirais holistique de la question, ça peut faire du basique. Mais les gens vont faire ce qui marche. Par rapport à ce que vous dites d'ailleurs, vous allez voir aujourd'hui, les gens savent, quand on vend des choses en statut, on met d'abord une image qui attire. Maintenant que je votre attention,
vous allez gagner mes produits. Donc, ce n'est pas la chose qu'on a fait forcément en marketing digital sur certaines plateformes de médias sociaux. Mais les gens font et que ça marche. Deuxièmement, les groupes WhatsApp. Effectivement, aujourd'hui, vous avez des créateurs, encore des vendeurs qui ont créé des groupes WhatsApp dans lesquels ils partagent leurs offres. Après, et ça marche, hein, effectivement, les gens après appellent pour pouvoir truc, ou encore les listes de diffusion. Là où par moment, ça peut être un peu difficile, et pour eux, il y en a qui malheureusement en font les frais, c'est l'usage abusif. La loi ne permet pas que vous envoyez la publicité à quelqu'un qui n'a pas souscrit à votre offre. Ce n'est pas parce que j'ai appelé un vendeur d'habits ou encore un restaurant pour commander ou encore on a interagi sur WhatsApp que je donne l'autorisation d'ajouter mon numéro sur un groupe WhatsApp ou en tout cas une liste de diffusion pour commencer à recevoir les messages. Peut-être que moi j'ai fait juste un coup, une transaction, je n'ai pas envie de garder la relation. Donc la loi ne permet pas ça. En revanche, il faut, si vous demandez l'autorisation, jamais les gens acceptent. Donc vous nous avez appelé pour ça. Est-ce que vous autorisez que je garde votre numéro dans ma liste de diffusion pour pouvoir de temps en temps vous envoyer des messages. Nous, on appelle ça effectivement marketing digital, le marketing de permission. Okay. Je demande d'abord que l'utilisateur me permette de communiquer avec lui, avec les canaux que j'ai. Donc, je peux lui ajouter et je lui permets également, donc le opt-in, il accepte de recevoir, le opt-out, il refuse. Et de temps en temps, je dois lui rappeler, s'il veut arrêter de recevoir, qu'il sorte. Donc, malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens effectivement qui, et WhatsApp même l'a remarqué, quand vous commencez à envoyer des messages, WhatsApp va vous dire ce numéro n'est pas dans votre contact, est-ce que vous souhaitez les bloquer, est-ce que vous souhaitez le signaler? Ce qui fait qu'il y a des numéros qui ont été signalés, ils ont été bloqués parce qu'effectivement ils ont fait un usage abusif. Généralement, les gens ne vont pas refuser quand vous leur demandez l'autorisation de leur envoyer des messages, mais je veux au moins savoir que c'est moi, je donne mon autorisation parce que bon, il y a notamment dans les groupes WhatsApp, déjà vont aller dans les groupes, puiser des numéros, ressortir pour utiliser. Il y a des numéros des gens qui ne veulent pas voir les numéros partout. Vous l'ajoutez dans un groupe WhatsApp sans son accord. Ce qui fait que même WhatsApp a compris ça. Ils ont, dans les paramètres de sécurité, vous pouvez choisir qui vous autorisez à vous ajouter dans un groupe WhatsApp et même demander l'autorisation d'accepter encore de refuser. Donc c'est une bonne pratique effectivement et ça marche. Mais il faut effectivement, et ça fait partie effectivement des enjeux de la digitalisation chez nous, c'est la formation et la professionnalisation. Il y a des plateformes qui permettent d'envoyer des centaines de SMS en un clic, des milliers de SMS en un clic, des milliers d'emails en un clic. Il faut juste se former, savoir comment les utiliser. Et pour moi, les messages vocaux, c'est pas un souci parce que l'Afrique, comme on le dit, on a des traditions orales. Massamba Gueye, qui était ici l'année dernière dans son intervention, il disait effectivement que quand on regarde, aujourd'hui, WhatsApp, qui est une plateforme occidentale, aujourd'hui fait beaucoup la promotion des messages vocaux. Et ça marche. Je pense même quand on fait c'est vrai qu'on n'a pas de statistiques, mais proportionnellement, vous allez peut-être avoir plus de messages vocaux dans certains groupes que de messages textes. Et les gens l'utilisent. Donc pour moi, je pense que les gens font ce qui marche. Et maintenant, c'est comment est-ce que le formaliser. Parce que nous, on a appris le marketing des livres, qui n'est pas forcément le marketing adapté. Et même dans le marketing des livres, aujourd'hui, dans le marketing pour les PME, ou encore l'informel n'est pas très développé. C'est le marketing pour les multinationales, le marketing pour les grandes écoles. Mais bon, les gens trouvent le moyen à travers les plateformes qu'ils ont de pouvoir vendre les produits. Et je trouve que ça marche. Voilà. Et justement, est-ce que dans les différents secteurs, on a l'impression que le Burkinabé est au même niveau que les deux? Je m'explique. Même quand vous prenez la question de la culture, par exemple, musique et autres, vous voyez, dans certains pays, vous avez l'impression que, bon, ils sont à un autre level. C'est-à-dire qu'ils ne produisent pas forcément ce qui est extraordinaire, mais les retombées, quand vous citez les plateformes, ils sont très suivis. Vous avez l'impression qu'il y a sur ce segment-là une meilleure maîtrise. Est-ce que avec nous, on n'a pas un petit gap? Alors, si on regarde sur la loi des nombres, on peut peut-être se dire qu'il y a un gap. Parce qu'effectivement, en termes de nombre de followers, donc d'abonnés sur une page ou en sur un artiste, on peut dire que c'est en termes de gap. Mais rapporter ça au nombre d'utilisateurs d'Internet au Burkina, peut-être que si on fait les valeurs relatives, donc le pourcentage de ceux qui suivent un artiste burkinabé sur l'ensemble de ceux qui ont accès à Internet, on va peut-être se rendre compte que le pourcentage il est plus élevé que dans un autre pays où l'artiste peut-être il a 4-5 millions de followers, mais rapporté au nombre d'utilisateurs Internet ou encore de médias sociaux sur le pays, le pourcentage il est faible. C'est là où souvent il faut relativiser. Donc comme ce que je disais en début, le Burkina c'est environ, pour faire les statistiques, selon le dernier rapport de l'ARCEP, je pense le premier trimestre 2023, 26 millions de cartes SIM
active sur une population d'environ 22 millions. Donc c'est quasiment plus de 100% de la population. Même si 100% des Burkinabés n'ont pas de carte SIM, sachant qu'il y a le SIM. Et ceux qui ont accès à Internet, c'est 17 millions qui ont un abonnement Internet. Parmi les 17 millions, il y a 11 millions qui ont un abonnement Internet haut débit. Donc ce qu'on appelle Internet haut débit. Internet mobile haut débit, c'est la 3G et la 4G. On a vu, je pense, 5 millions qui ont accès à la 4G, 3 millions. Donc ce sont les chiffres des opérateurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est eux tous qui utilisent Internet. Sur les fixes, c'est notre histoire. Les fixes, surtout, je pense que je regarde mes chiffres pour ne pas n'importe quoi, surtout de 59 000 utilisateurs de l'Internet fixe à la maison, la DSL, la VSAT ou encore la fibre. Et 45 500 abonnés à la fibre. Donc l'Internet fixe haut débit. C'est encore une population de 22 millions et ce n'est pas disponible partout. Donc quand on voit l'infrastructure, l'accès par rapport à Internet et ce que les gens font, pour moi c'est appréciable et effectivement ce sont les créateurs effectivement qui doivent davantage créer pour les Burkinabés et ils font beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, je ne vous cache pas, je parlais de TikTok, vous voyez les chansons traditionnelles en langue, qu'ils soient en Dioula, encore en Moré, encore en Bissa, qui sont reprises sur le channel TikTok massivement aujourd'hui au Burkina, là où il y a 2 ans, ce n'était pas le cas. Ça veut dire qu'on est en train de se réapproprier et ça fait des millions de vues. On est en train de se réapproprier nos valeurs, nos cultures, dont on fait la promotion. Et pour moi, moi, je veux plutôt regarder la partie valeur relative, parce qu'en valeur absolue, effectivement, la loi des grands nombres peut ne pas être en notre faveur, mais si on relativise par proportion, on peut se dire que nos compatriotes font beaucoup d'efforts. Oui, effectivement, là on comprend mieux. Mais vous aviez parlé de non seulement la formalisation, mais aussi la formation. Oui. Il y a de la formation à avoir et en ce moment, effectivement, ça constitue un enjeu majeur au niveau du Burkina Faso par rapport au digital. Oui. Alors, la formation et la formalisation. Généralement, la formalisation va venir peut-être après la formation. Okay. Parce que quand on arrive à inculquer la théorie, et nous qui avons fait du marketing digital, donc qui avons fait la formation, quand nous voyons quelque chose, on sait le formaliser, on sait le théoriser, en fait, on sait le modéliser. Et c'est pour cela que moi, j'encourage beaucoup les différentes conférences et les différentes créations d'écoles spécialisées dans la formation sur le digital. Parce que quoi qu'on dise, c'est relativement nouveau. On nous enseigne le marketing depuis très longtemps sur les 4P, etc. Le marketing digital, aujourd'hui, beaucoup de gens se disent marketing digital parce qu'effectivement, ils savent créer une image. Mais le marketing digital, c'est d'abord du marketing. Donc, il faut d'abord connaître le marketing, les apports marketing, les techniques marketing. Et le marketing digital n'est qu'une application des outils digitaux au marketing. C'est comme le journalisme digital. Donc pour faire du mobile journalisme, effectivement j'ai un téléphone portable où je peux aller faire des reportages, mais est-ce que la déontologie, en tout cas les techniques journalistiques, j'essaie de l'appliquer pour faire un travail de qualité qui va me protéger et qui va également servir? C'est ça la question. Donc ça fait que pour faire du marketing digital, il faut d'abord se former en marketing. Savoir ce que c'est qu'un client, savoir ce que c'est que la segmentation, savoir ce que c'est que le ciblage, le positionnement, les 4P, donc produit, prix, promotion et place. Plein de choses. C'est basique, mais c'est des choses qu'on apprend avec le temps. Et après, maintenant, comment est-ce que le marketing va servir à travers tout ce qu'on appelle les outils de Martech, marketing, technologie, qui permet de pouvoir pousser tout ça. Donc moi j'encourage beaucoup les différentes conférences, les différentes formations qu'on fait et j'invite les gens à participer. Ce qui est intéressant, c'est un peu drôle, mais vous allez lancer une idée d'une conférence, beaucoup d'intérêt, moyennement de souscription, peu de participation. Donc c'est vraiment de faire l'effort. Une heure de conférence peut peut-être vous donner peut-être 2-3 informations clés, mais qui vont vous servir de tremplin pour aller faire davantage beaucoup de recherches. Donc, ce n'est pas faire la partie de suivre. Et ceux qui ont également la capacité à pouvoir organiser, que ce soit payant ou gratuit, pour moi, même 2 ou 3 personnes qui ont suivi une formation, en tout cas une conférence, et qui retirent quelque chose, ces 2-là vont aller encore parler à 2 personnes. Donc, c'est exponentiel. Et aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas si on va pouvoir en parler, mais sur l'intelligence artificielle, nous, on va penser qu'on est en retard, mais dans les pays occidentaux, les gens s'organisent massivement avec des cadres d'échange, de discussion, de comment est-ce qu'on tire parti de ce qui paraît nouveau, mais qui en réalité n'est pas nouveau, mais ça a pris les gens du coup. Et pour moi, effectivement, la formation, qu'elle soit en école ou dans les conférences, ou bien sur YouTube, ou bien sur TikTok, ou bien les podcasts, on a tellement de possibilités de se former, mais les gens se disent que c'est compliqué. Bon, pour devenir expert, on dit qu'il faut 1000 heures de pratique. On va pas demander 10 000 heures, pardon. On va pas demander à quelqu'un de faire 10 000 heures de pratique en marketing, mais le fait de commencer, le savoir, c'est abyssal. Plus on apprend,
plus on a envie d'apprendre. Oui. Et ça permet de pouvoir se formaliser. Donc moi, effectivement, c'est un des enjeux effectivement du digital au Burkina, mais je pense que la formation et la professionnalisation va aider les différents acteurs. Alors, oui, formation, professionnalisation, vous avez d'ailleurs fait le glissement dans l'intelligence artificielle. C'est l'actualité aussi. On entend dans des conférences par-ci, par-là, il y en a qui disent c'est bon. Mais quand on regarde aussi sur nos plateformes, il y en a qui prennent pour s'amuser. On a l'impression que nous, on utilise ça beaucoup plus pour la distraction plutôt que pour créer du contenu et monétiser. C'est vrai. C'est vrai parce que l'intelligence artificielle j'avais dit, ça a pris les gens du coup, notamment avec la semaine de ChatGPT en novembre 2022. Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau parce que c'était plutôt avant utilisé par des gens comme Apple, Google, Samsung pour leurs propres produits. Les téléphones à l'époque, ils n'avaient même pas Internet. Quand vous écrivez un SMS, c'est les dictionnaires. Oui. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui est embarquée dans ce téléphone, qui sait de façon prédictive, en fonction des mots que vous tapez, savoir qu'est-ce que vous allez taper après, et en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire, il sait prédire votre utilisation, mais c'est plutôt des fonctionnalités qui sont utilisées pour les téléphones. Effectivement, l'intelligence artificielle, il y a même les spécialistes qui disent ne pas dire intelligence artificielle, mais dire les intelligences artificielles. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est le plus utilisé, c'est l'intelligence artificielle générative. On peut générer du texte, des images ou de la vidéo ou une combinaison de tout ça. Mais aussi l'intelligence artificielle d'analyse, etc. Et aujourd'hui, effectivement, on s'amuse beaucoup avec l'IA générative pour faire des trucs drôles. On a vu les papes en doudoune. On a vu des super-héros dans des champs de coton au Burkina avec le drapeau burkinabé, Spider-Man, Iron Man et puis Black Panther. Ça fait drôle, mais il y a des gens qui en font un usage poussé. Mais ça demande aussi de la formation. Par contre, ce qu'il faut qu'on se dise, là je vais raconter une anecdote avant de dire ce que je veux dire. Il y a, je pense, vers la fin des années 1900 en Allemagne, il y avait ce qu'on appelait Clever Hans, donc c'est un cheval du cirque. Et le maître du cheval, il est capable de pouvoir faire des calculs au cheval. Donc dans les cirques, il va par exemple, je pense, une fois lors d'une représentation dans un cirque, il dit au cheval, donc, quelle est la racine carrée de 16 ? Donc, avec beaucoup de gens, et le cheval qui tape le sol 4 fois avec son sabot pour dire que ça fait 4. Les gens applaudissent. Donc, quasiment 80% des questions, du calcul mathématique, je dirais, même si c'est des mathématiques de base, le cheval arrivait à répondre. Mais un psychologue qui était à côté qui regardait, on s'est dit, tiens, je vais faire une expérience. Je vais éloigner le cheval de son maître et lui poser la question. Bon, là, tout s'est gâté. Le cheval n'arrivait plus à répondre. Et la conclusion est que le maître a inculqué au cheval les réponses qu'il veut, et de façon même sans se rendre compte, le cheval regardait le maître pour pouvoir deviner et répondre, et par moment le maître donnait des signes, par moment il ne donnait pas des signes. Pourquoi cette anecdote pour revenir sur l'intelligence artificielle? C'est qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui ont nourri des plateformes d'intelligence artificielle avec des milliards et des milliards et des milliards, des trillions de données. Mais ces données, c'est quelles données? Ce que nous, on fait ressortir, moi je sais que j'ai eu du mal jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à créer une image avec le drapeau burkinabé. C'est tronqué. Avec le drapeau ivoirien, c'est tronqué. Parce qu'effectivement, on sait plus ou moins les couleurs, la bande rouge, la bande verte, le drapeau au milieu. Mais est-ce que qui vient après, il ne sait pas. Parce que l'entraînement n'y est pas. On a vu la conférence qu'on a faite sur l'IA avec Khalifa Sankara, où on a demandé qui est l'actuel président du Premier ministre du Burkina. Je pense qu'il donnait à l'époque Michel Kafando. Ça date de 2015. Donc ces IA ne sont pas forcément entraînées avec nos données, mais on l'utilise. Moi, ma crainte aujourd'hui par rapport à toutes ces technologies, c'est que ce sont des technologies qui peuvent nous permettre aujourd'hui de nous repositionner dans l'histoire, de nous repositionner, de revendiquer la place qui nous revient. Bon, c'est un peu activiste ce que je vais dire, mais c'est de revendiquer notre place dans la civilisation, dans l'histoire. Mais si on y prend garde, on va encore consommer de données. ChatGPT a été nourri dans ses premiers instants avec un corpus, je pense, 7000 livres, puis après alimenté avec du Wikipédia, du Reddit. Aujourd'hui, est-ce que la littérature burkinabé, la littérature qui soit en ligne, écrite, et nourrir les plateformes pour demain éduquer nos enfants, nos petits frères à l'histoire du Burkina? C'est ça la question. Donc au-delà de s'amuser, c'est de voir comment est-ce qu'on nourrit
qui est différentes plateformes avec notre histoire, avec nos contenus, pour pouvoir demain recréer notre histoire. Il ne faut pas que cette histoire soit écrite par des gens. Naturellement, l'IA, c'est pas énorme, c'est juste des formules mathématiques qui vont sur la base de prédictions, de statistiques, etc., sortir des choses. Et c'est à nous de savoir effectivement tirer profit. C'est vrai que c'est le sujet dont on ne parle pas, mais bon, moi j'invite les gens effectivement à l'utiliser, mais les différents acteurs à s'organiser pour que, et ce n'est pas seulement au Burkina, je vais donner, enfin, il y a beaucoup de pays qui se disent, bon, là, l'IA, c'est beaucoup plus l'anglais qui a été entraîné, enfin, c'est beaucoup de langue anglaise. Comment est-ce que je m'assure que ma langue également est représentée? Les pays s'organisent. C'est l'histoire d'autres pays qui ont été alimenté l'IA. Comment est-ce qu'on s'organise? Et ce n'est pas seulement au Burkina. Donc, quand je dis ça, ce n'est pas seulement au Burkina. Partout, les gens s'organisent et, à mon avis, on devrait également s'organiser. D'accord, 5 minutes d'émission. L'autre réalité, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Ici, au Burkina, c'est le contexte sécuritaire. Vous avez les autorités qui ont décidé de réguler un peu l'utilisation des réseaux sociaux. On parle de 5000 followers. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce que je pense de 5000 followers? Mais qu'est-ce que je pense par rapport à la régulation? La régulation. 5000 followers. Déjà, avec les réformes que nous avons eues au niveau du Conseil supérieur de la communication, on tombe sous le coup d'une régulation. Alors, j'ai dit en début que c'est... La régulation en soi n'est pas forcément un souci, parce que ces plateformes sont en train de prendre des proportions où jusqu'à ce niveau, c'est la société même les valeurs de la société qu'il faut à un moment donné s'interroger. Quand on parle, ça peut être des idées conservatrices, mais l'impact sur l'avenir est important. Ce n'est pas seulement au Burkina. La régulation des médias sociaux, c'est partout. Par moi, la question c'est de savoir, est-ce que c'est une minorité active qui est en train de lancer des choses qu'il faut réguler, ou bien c'est la majorité silencieuse? Jamais les médias sociaux, vous regardez, la majorité des gens en font un usage formidable, qui les profite et qui profite à la société. Mais naturellement, comme ce que j'ai dit en début, les médias sociaux sont le reflet de la société. Ce qui n'est pas autorisé dans la vie de tous les jours ne devrait pas se faire dans la vie virtuelle. Donc, j'ai mon profil, j'ai ma page, j'ai mon blog, j'ai mes cadres d'échange et j'échange avec les gens, mais qu'est-ce que je laisse les gens dire? Parce que ce que je ne peux pas dire sur mon mur, je peux peut-être aller le dire sur le mur de quelqu'un. Qui est responsable? La question ne s'est pas posée. Je pense qu'il y a plein d'histoires où dans certains pays, des gens ont été poursuivis en justice pour un like qui a été fait sur leur publication. On a publié, dénigré quelqu'un, je pense que c'est en Suisse, mais c'est où? Il y a une personne de 80 ans, je pense, qui allait liker, et la personne a poursuivi. Je pense que c'était un plombier, je n'ai pas l'histoire exacte, mais en tout cas juste l'esprit, qui a été dénigré, et le vieux allait liker. Il a été poursuivi en justice parce que le fait de liker, il dit à la plateforme qu'il est d'accord avec son dénigrement, ce qui n'est pas forcément vrai, et après, lui a été condamné. Ou vous faites une publication, quelqu'un vient faire un commentaire négatif. La question c'est qui est le directeur de publication? Bon, je parle ici comme dans le média. Quel est le directeur de publication de ce qui a été publié plus haut et maintenant qui a créé les commentaires par la suite? Donc c'est peut-être dans ça qu'il faut aller chercher l'esprit de la régulation, à quoi ça va servir. Mais généralement, c'est pas des choses qui vont toucher la majorité. C'est des gens qui par moment aussi laissent la dérive, et moi c'est un appel à un usage sain, à un usage profitable, comme ce que j'ai l'habitude de dire, un digital utile, parce que in fine il faut que le digital nous soit utile, que ça nous soit disons, je ne vais pas régresser, mais ça nous donne encore des chats à fouetter là où on a d'autres choses à faire pour dire ça de façon plus simple. Dernière réaction, juge Vahar. Bon, oui, on sait que ça sera un peu complexe si on veut parler de monitoring pour ceux qui ont au moins 5000 followers. Maintenant, c'est rappeler à chacun qu'il y a des responsabilités, parce que vous serez maintenant traité comme un média avec tout ce qui va avec. Donc, ce que vous direz, ce que sera dit sur votre page, parce que vous avez l'obligation aussi de réguler, parce que c'est vous qui en êtes l'administrateur, en tout cas, vous aurez à répondre au cas où il y aura des dérives. Donc chacun a appelé. Maintenant, je crois que là où tout le monde va observer, c'est est-ce qu'il y aura du 2 poids 2 mesures, parce qu'on connaît aussi certains qui sont peut-être des laudateurs du régime en place, qui sont aussi dans les dérives qu'on pourrait reprocher à certains, mais parce que c'est des laudateurs, ça passe. Voilà la réalité
où il faudra être honnête avec soi-même, il faudra être conséquent. Et c'est là où on attend aussi forcément l'exécutif ou ceux qui ont les choses à charge dans la façon de mettre les choses en branle. Un commentaire rapide. Non, mais c'est que effectivement, juge Vahadi, c'est vrai, c'est dans l'application. À partir du moment où c'est une loi qui s'applique à tout le monde, effectivement, pour l'intérêt de tous, c'est de s'assurer que les dérives qu'on peut condamner chez l'un également soient condamnables chez l'autre. Mais c'est d'abord un appel à la sensibilisation, parce que en fait, en réalité, par moment, il y a des gens qui font des commentaires. Moi, pour l'expérience que j'ai en matière, après, vous le prenez en discussion privée, vous allez lui écrire, il va taper des jours même sans vous répondre. Il n'est même pas connecté. Il a fait juste un commentaire qu'il a laissé et ça va faire autre chose. Il ne réalise même pas ce qu'il a fait, la portée de ce qu'il a fait. Parce que lui, il avait juste quelque chose à dire, il a dit et il continue sa route. Donc, les plateformes aujourd'hui donnent la possibilité de pouvoir modérer, supprimer, encore cacher les commentaires effectivement qui peuvent être sujets à être appelés devant la loi. Et c'est ceux qui publient de regarder pour s'assurer que ce qu'on fait est dans l'intérêt de tous. Donc, moi, c'est mon mot pour rebondir par rapport à ce que dit Juva. Point final pour cette audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que Boukari Zoromé, spécialiste en digital business. Zorom. C'est la même famille, c'est la grande famille Zoromé, c'est vrai que justement. Merci. Spécialiste en digital business, était notre convoqué à la barre du tribunal de l'actualité. Encore merci d'avoir répondu à la convocation. C'est un plaisir. Merci à tous. Merci, juge Ofava, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Bernard Bougma, pour les clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. La règle est la même et ne change pas pour cette nouvelle année 2024. Ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à bientôt pour une autre convocation.